cette technique qu'on fait avec deux tiges. Donc je regarde l'orientation de la tige, celle-là elle part là-bas, celle-là. Moi je vais prendre... on regarde à peu près quel axillaire on veut prendre. Moi j'en ai un ici qui était pris dans la ficelle là. Donc ça c'est un peu problématique. Alors grosso modo il me reste un axillaire ici. Là on voit, il part là. Mais il me plaît pas trop parce qu'il est très bas. Donc il y a beaucoup de feuilles qui touchent déjà le sol. Puis les premiers fruits qu'il va me faire, ils vont être très proches du sol. Les campagnols, tout ça, ça aime bien les bouffer et tout. Donc je vais éviter. Donc lui, je vais déjà l'enlever. Je l'enlève parce que je sais que j'en ai un autre ici. Qui était entremêlé là, dans la ficelle. Qu'on va débloquer après. Donc quand je coupe toujours du bas vers le haut. Et je coupe le plus proche possible de la tige. Je coupe pas en faisant juste un moignon comme ça. Parce que là, la sève, elle part dans un cul-de-sac et puis ça attire les champignons parce qu'il y a plein de sucre qui va s'accumuler ici, puis on perd la sève. Donc déjà, celle-là, je vais l'enlever. Les gourmands, on essaie de les enlever le plus tôt possible. Parce que là, on perd pas mal de sève, on perd des fruits aussi. Il ne faut pas avoir peur de l'enlever même s'il y a déjà des fruits. Parce qu'on veut pas avoir un monstre buisson. Parce que quand il va pleuvoir, il faut que ça puisse sécher vite, il faut qu'il y ait de l'air qui puisse passer. S'il y a un monstre buisson, s'il y a plein de feuilles qui se touchent, qui se mettent les unes sur les autres, l'eau elle stagne et puis c'est là où le mildiou commence à venir en fait. Les feuilles on les laisse pas sur le sol, on les amène au compost. Donc là je vais essayer de dépatouiller ce plan là. Tu veux que je détache ta ficelle? Je crois que j'arrive à m'en sortir comme ça. Tac. Faire bien attention aux fruits, hein, les fleurs ça tombe facilement, faut pas y aller trop comme un sourd. Donc là la ficelle elle est très tendue. En règle générale on aime l'avoir un petit peu plus lâche pour que s'il y a du vent etc la plante puisse bouger avec le vent et pas qu'elle soit prise contre la ficelle. Si c'est trop serré on va observer ce genre de truc comme on voit ici là où ça a frotté là. Puis là j'ai une marque là où ça a bien appuyé, ça a nécrosé la plante là. Ça c'est parce que la ficelle elle est trop tendue. Donc on va déjà lui donner un petit peu de jeu. Voilà. Ça c'est ma tige principale. Je vais déjà commencer par enrouler celle-là. Tac. Tac. Après, là la ficelle elle a été doublée. Il n'y a pas besoin de la doubler. Il suffit d'en mettre qu'une seule. Là on se complique la tâche. C'est plus compliqué après pour enrouler aussi. Donc, comme ça je vous montre tout depuis le début. Donc j'ai rien retenu par rapport à l'année dernière. J'ai tout fait faux. Mais si, il avait quand même une tomate et la ficelle. Non, mais le truc, moi, je n'ose pas couper. Il y alors, a des fleurs partout. Là-bas, c'est assuré. Faut pas hésiter. Évidemment, c'est mieux quand on le fait plus tôt que plus tard. Si, attends. Ah, donc, normalement, on fait. Quelqu'un me tient juste ça. Normalement, on fait un nœud coulant sur les ficelles dans les serres parce qu'on a des fils de fer et puis ça tient sur les fils de fer parce qu'il y a un faible diamètre. Sur ça, on peut pas vraiment faire un nœud coulant parce que ça va se détacher. Donc, moi, je fais un double nœud comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Donc là, je regarde environ la longueur de la tige et je vais donner un petit peu de mou pour avoir justement un petit peu cette souplesse et puis pour pouvoir faire un nœud aussi. Donc hop. Je commence par enrouler par en haut. Donc il n'y a pas besoin de rouler à chaque entre-nœud, à 1 sur 2, ça suffit. Voilà. Donc moi j'ai fait tout faux, moi j'ai attaché le bas puis après j'ai tendu en haut.
J'ai fait pareil. Il faut pas trop tendre parce que justement la ficelle, l'avantage c'est que ça permet le mouvement. Contrairement à une tige en métal où c'est assez rigide quand on l'attache, puis après ça frotte contre la tige, puis ça crée des blessures, puis des entrées pour le milieu, etc. Donc ensuite ici, quand je suis environ à cette hauteur là je vais faire un nœud coulant. Donc je fais juste une boucle ici, je passe là, une deuxième boucle, et puis je tire comme ça. D'accord ? Parce que quand je veux la défaire, il faudra la défaire un moment parce qu'au bout d'un moment la tige elle va grossir, on ne veut pas l'étrangler. Hein. Je peux la défaire tout de suite comme ça. Hein. C'est ce qu'on fait aussi dans les serres parce que quand on a 300-400 tomates à détacher en fin de saison, ben, on veut pas, voilà, on tire et puis ça passe. Donc, hop, donc je refais ma boucle, tac, mon nœud coulant, voilà. Et là j'ai du jeu. Donc je peux enrouler facilement, je fais attention de ne pas piquer les fruits là, pas de les pincer, pas de pincer les feuilles dans la ficelle, etc. Maintenant que ça c'est fait, je vais m'occuper de la deuxième là. Question, la deuxième branche pour une plante idéale, elle part dans l'autre direction. Il faut éviter d'avoir un gourmand qui part dans le même sens Ouais. que la tige principale parce que l'idée c'est de ne pas avoir les feuilles qui s'entremêlent. C'est comme les arbres, quand on taille des arbres, toutes les branches qui se croisent, on les coupe parce que sinon ben, ça fait des chancres, c'est là où l'humidité elle stagne, etc. C'est le même principe. Hein. Donc je reprends. Hop. Voilà. Là, je fais juste un nœud plat pour continuer la ficelle, pour pas la gaspiller. Hop. Si j'y arrive. Tac. Voilà. Hop. Alors ça peut pas casser, ça se resserre hein, quand ça tire dessus. Je refais le même principe. J'enroule la tige. Tac. Je regarde la longueur, là j'ai assez, je peux couper. Tac. Voilà. Donc, hop, je fais attention au fer. Alors évidemment, c'est plus simple de faire ça quand le plant est plus jeune et d'enrouler par la suite. Hein. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu du rattrapage en guillemets. Tac, hop, voilà. Donc là, j'arrive au début de l'axillaire. Je vais faire mon nœud. Hop. Bonjour. Donc, tac, voilà. Maintenant que j'ai attaché et que j'ai les ficelles qui sont en place, je vais commencer à tailler. Je ne le fais pas avant parce que c'est pas mal de manipulation de plantes et ça peut arriver que des fois on casse une tige. Si j'avais tout taillé avant et que je casse ma dernière tête, ben, mon plan c'est fini. Hein. Donc maintenant je vais commencer à tailler. Alors, la première chose à faire, c'est un peu trop. La première chose que je vais faire, c'est toutes les feuilles qui touchent le sol, c'est des feuilles qui sont à risque de maladie parce que quand on arrose, il y a souvent de la terre qui va gicler, on ne le voit pas forcément, mais qui gicle sur les feuilles, surtout sous les feuilles, c'est là où les maladies se développent par les champignons. Donc tout ce qui est grosso modo en dessous de 20 cm, début du plant, tout ça, ça va partir. Ça c'est environ 20 cm chez tout le monde. Donc là j'ai une feuille, là je l'enlève, et puis si je regarde ici, celle qui traînait par terre, là j'ai le début un petit peu de milieu, et j'ai de la terre dessus. Bonjour. Donc du coup ça part. Je continue à regarder, là j'ai un autre axillaire. Donc lui je vais l'enlever aussi. Et je remonte comme ça petit à petit. Hop, ça va partir. Faites bien attention aux fruits, hein, pas les couper en même temps. Voilà. Donc ça c'est les feuillages. Donc là ça commence à me plaire. Celle-là je vais encore l'enlever. Hop, voilà. Et ça aussi.
Donc là, j'ai plus de feuilles qui touchent le sol, donc ça c'est bien. Maintenant, je vais commencer à m'occuper des gourmands. Là, les gourmands, c'est toujours, j'ai la tige principale, c'est l'index. La feuille, c'est le pouce. Ça, c'est la feuille. Et le gourmand, il est toujours entre les deux, hein. Donc ici, il n'y en a plus, il a été enlevé. Là, il y en a un, par exemple. Juste là. Et là, c'est la taille idéale pour l'enlever. Quand il est tout petit comme ça. Comme ça, on ne perd pas de la sève. Donc je continue, je regarde mes entre-nœuds. Là, c'est un fruit. Là, j'en ai un. Je l'enlève. Ici, je vois, j'en ai un autre, là. Le fameux L, hein. Comme ça, là. La tige principale, la feuille. Et ça, c'est le bon moment pour l'enlever. Pas quand ils sont comme ça, quoi. Ouais. Donc là, j'ai fait ma tige, je suis remonté du bas vers le haut. Il faut être un petit peu méthodique, comme ça on rate rien. Et puis là, je recommence avec celle-là. Je remonte, là, je vois, là, j'en ai un. Quand ils sont trop gros pour l'enlever à la main, allez-y avec un couteau. Toujours du bas vers le haut. Faites une plaie le plus nette possible, hein. Je regarde, là, je monte, là, j'en ai pas. Là, j'en ai. Hop, non, c'est bon. Là, j'en ai un ici. Voilà. Quand vous faites ça, méfiez-vous toujours d'être sûr d'avoir des têtes en haut. Pas toujours le cas suivant les variétés. Des fois, tout d'un coup, la plante elle s'arrête, elle fait pas de tête, elle fait juste un fruit. Faites bien attention à ça. Souvent sur les cœurs de bœuf, ça arrive. Parce que sinon, si vous enlevez tout puis vous n'avez pas vérifié que vous aviez une tête en haut, vous vous retrouvez avec plus rien, quoi. Et puis après, la dernière chose à faire, ça sera un petit peu plus tard. Là, j'ai des fruits qui vont se développer ici. Là, ça va continuer à pousser. Quand les fruits commencent à se développer, là, il va y avoir une canopée qui va prendre la lumière. Et puis les feuilles qui sont ici, celle-là par exemple, qui est juste au-dessus du fruit, hein, elle va cacher la lumière au fruit, hein. Ça, c'est les feuillages en seconde partie, ça on va couper. Mais pas maintenant. Là, la feuille, elle fait son travail, elle permet au reste de continuer à pousser. Et quand la plante sera là et que le fruit est gros et qu'il commence à mûrir, c'est là où il faut couper pour permettre à la lumière d'arriver sur le fruit. Ça fait mûrir le fruit plus vite, ça augmente la concentration en sucre et puis ça évite aussi les problèmes de mildiou. Parce que s'il y a de l'eau sur les fruits ici et la feuille juste au-dessus, ça ne sèche pas rapidement. Donc ça, c'est l'idée, hein. Donc voilà, ça c'est comment on conduit une culture sur ficelle. Après, une fois par semaine, il faut venir enrouler. Parce que suivant les semaines, s'il y a assez d'eau et qu'il fait chaud, ça peut bien prendre 20 cm, 30 cm en une semaine. Continuez à enrouler, continuez à enlever les axillaires. Effeuiller les feuilles, c'est toujours jusqu'à la première grappe ou la deuxième max, mais pas le reste, hein. Et puis ça, c'est grosso modo la taille des tomates. Après, ce qu'on peut faire encore avec la ficelle, c'est... ici, si vous avez vu, j'ai laissé du mou un petit peu. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que là, la plante, elle est à cette hauteur-là. C'est la bonne hauteur pour faire ce qu'on appelle la descente. La descente, grosso modo, c'est pour ça que ça, c'est l'avantage de la ficelle sur juste les tiges en métal, etc. C'est que ou une tige en bois, c'est que les tiges en métal et en bois, une fois que la plante arrive en haut de la tige, c'est fini, il faut couper la tête et c'est fini, il n'y a plus de croissance. Là, ce qu'on fait, c'est ce qui se fait dans les serres, dans les exploitations, etc. C'est qu'on va lâcher un peu de ficelle. Donc je lâche, je laisse tomber un petit peu la plante comme ça. Je lui redonne un petit peu plus de mou. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'attacher ici. Tac. Hop. Voilà. Et puis, je fais pareil avec celle-là. Là, ce que ça me permet de faire, c'est de gagner quelques dizaines de centimètres au niveau de la croissance. Les tiges étaient un petit peu plus hautes. Ici, je vais pouvoir les faire descendre. Et du coup, la tige, avant, elle était à peu près ici, elle est ici. Je gagne un petit peu en longueur de tige. Parce qu'une fois que la tige arrive en haut, c'est fini. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez faire aussi. Vous les ouvrez et vous les déplacez comme ça. Ça, c'est possible aussi. Question, Mais- si on a votre taille Oui. et on met la tige tout de suite 30 cm plus haut, Ouais. ça évite de faire le grand écart.
Ouais, alors après, si vous mettez des structures plus hautes, vous n'êtes pas obligé de faire forcément la descente. Mais si vous faites des structures plus hautes et vous faites de la descente, vous gagnez encore plus de tiges. Donc après ça, c'est pas obligatoire. C'est juste qu'une fois que vous êtes là, la tige, elle va toujours monter à la verticale. Donc vous pouvez essayer de la forcer d'aller là-dessus, mais elle va toujours continuer à monter comme ça. Donc à terme, il faut couper la tête. Mais est-ce qu'elles vont se croiser après? Parce que bon, ils sont un peu rapprochés. Alors si elles sont taillées comme ça va aller. Ça va aller? Parce qu'il y a de l'air qui va passer. Ok. Ouais. Parce que là, s'il pleut, par exemple, ça va sécher très vite. Ouais. Alors qu'avant, ça allait pas sécher rapidement. Ok. Et là, si tout ça c'est taillé, c'est pareil, parce qu'on garde que 2 tiges. Ouais. Donc ici, là, il y a celle-là qui va partir, celle-là qui va partir, par exemple. Après, ça, c'est toi qui choisis lesquelles t'enlèves. Ouais. Il faut de toute façon garder la tige principale. Donc la tige principale, ça va être celle-là. Parce que comment je sais que c'est la tige principale, c'est là où il y a les fruits les plus développés. Ah. Donc ça, je sais que c'est la tige principale. Ok. Et là, par exemple, celui-là, il va partir. Ouais. Donc, et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais garder probablement celui-là, parce qu'il part ici. Mhm. Et puis celui-là, je vais l'enlever. Et puis ça va partir. Donc là, il y a déjà tout ça va être loin. Donc ça va permettre d'avoir de l'air, etc. Ok. Il faut imaginer qu'un oiseau puisse plus ou moins passer entre les plombs, quoi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est taille, entretien. Après, ce qu'il faut observer de temps en temps, moi une fois par semaine, c'est regarder un petit peu sous les feuilles si vous ne voyez pas de pucerons. Parce que les pucerons, ils vont mettre du miel là. Là, en ce moment, il y a pas mal de pucerons sur les concombres et les courgettes. On peut observer dans les autres jardins. Donc ça, faudra faire attention par rapport à ça. Parce que là, par exemple, il y avait une fourmi qui montait. Et puis... Donc là, il y a... Il y avait sous les feuilles là. Justement, ouais. Ouais, avec les concombres, il y avait vraiment une grosse attaque. C'est là. toujours sous les feuilles. Là, on voit la feuille, elle est déformée. Et ça, c'est parce qu'elle se fait piquer. Donc, ici, là, là, il y a tous les pucerons, là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, ok, oui. Je sais pas si vous les voyez, là. Sur les feuilles de Donc, Puis on fait quoi contre les pucerons? alors, soit on coupe, les formes. soit on traite. Donc là, il y a le puceron, ici. Là, il y a la forme avec les ailes qui va se déplacer et qui peut aller potentiellement sur la tomate à côté. C'est Pascal qui fait que de m'appeler. Donc là, il y a une momie. Ça suffit, Pascal. Je suis en train de faire l'atelier. Je peux te rappeler? Oui, merci. La 30A. Mais c'est celle-là, la 30. Ah ouais, on l'a regardé, ouais, ça joue, ouais, ça joue, pas de soucis. Ça marche. Ciao, ciao. Il va le faire après. Alors là, en fait, Là, le problème, c'est que les pucerons, ils sont vecteurs de virus qui créent ces déformations. Donc, si on laisse faire ici, ça va prendre tout le plan, hein. Donc, soit on coupe la feuille, soit on traite au savon noir. Et là, si on regarde, là, il y en a ici aussi. et puis la fréquence. Et ça, c'est le tout début de la colonie. Alors, une fois par semaine, jusqu'à qu'il n'y ait plus de pucerons. Et en même temps qu'avec si c'est avec des autres pucerons, c'est en principe c'est toujours savon noir Toujours une fois savon noir, ouais. une fois par semaine. Une fois par semaine. Après, il y a plein d'insecticides différents qui existent. Hein, mais Oui, mais si savon c'est le noir, savon noir, c'est une fois par semaine. ouais, une fois par semaine, jusqu'à que le puceron parte. Ouais. Après, il n'y a plus besoin de faire. Hein. Oui, Le traitement, il faut le faire sur l'insecte. Hein. Ça ne sert à rien de le faire sur une feuille où il n'y a pas d'insecte. il faut C'est pas- bien regarder. Le savon noir, ça tue l'insecte. Il faut qu'il y ait Le reste, l'insecte. ouais. Sinon, C'est comme une bombe contre les guêpes. Si on le fait sur la fenêtre et il n'y a pas de guêpe, ça ne va rien faire. Donc, Ouais, il y en a partout, faut en vraiment que ça aille sur l'insecte. Hein. Donc, Il y en a partout, Les, ouais. les Ouais, pucerons, partout. ça entraîne aussi le développement de champignons. C'est ce qu'on voit ici. Là. Ça affaiblit la feuille et puis Ouais, en fait, ça crée du miel là. Les déjections du puceron, il y a plein de sucre de la plante dedans. Et ça, après, ça se dépose sur la feuille et le champignon se développe là où il y a du sucre en priorité. Ouais. Donc ça, D'ailleurs, je crois qu'il y a un concombre qui est mort à cause des pucerons. Je ne l'ai pas traité, voilà, il était plein de alors, pucerons. bah, typiquement, celui-là, là, il est Ouais. complètement pris. Hein. Il est irrécupérable, Donc j'imagine. là, on voit ici, hein, tout ce qu'on voit là, toute la partie blanche, c'est les exuvies. Donc c'est la mue des pucerons. Donc c'est des insectes, donc c'est un exosquelette comme tous les arthropodes, les crabes, les homards, tout ça. Ça doit changer de squelette hein, quand ça grandit. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Donc toutes les petites particules blanches. Donc là, il y a eu déjà plusieurs générations de pucerons qui ont grandi
sur ce concombre. C'est ça qu'on voit, c'est ce qu'on n'a pas observé là. Parce que là, c'est le tout début. Il y avait il y avait 2-3 individus qui avaient les ailes. Donc c'est le tout début de l'infestation. Là, l'infestation, elle est déjà beaucoup plus développée. Et ça se voit au niveau de la plante. Ouais. Donc toutes les déformations ici, c'est qu'elle commence elle a attrapé justement les virus de la mosaïque, etc., qui sont transmis par les pucerons. Et puis après, il y a le développement de champignons aussi. Donc ça, c'est important de traiter assez tôt parce que là, si on laisse faire, le plant, il va juste jamais donner de concombre en fait. Il va mourir à petit feu. Donc là, il n'est pas encore mort là. Ouais, C'est c'était pas ma encore question. mort, mais il va falloir traiter fortement. Et puis on a pris pas mal de retard sur la croissance parce qu'on regarde celui-là par exemple, qui a aussi des pucerons, je le vois là, si on regarde sous les feuilles, là on les voit. Mais là, c'est le début de l'infestation. Là, il y a déjà eu plusieurs mues. Donc, oui, la différence de croissance déjà entre les deux. C'est énorme. Donc, et ici, on a le développement de fruits. Là, on n'a rien. Parce que toute la sève est prise par les pucerons. Oui. Et là, on voit que les pucerons, ils commencent à attaquer les fruits aussi. Après, ils vont commencer à prendre la sève des fruits et les fruits ils vont avorter. Donc là, on les voit là sur le. On voit partout, il y a des fourmis sur une plante. Vous pouvez être sûr que vous allez trouver des pucerons. C'est le thermomètre là. Et si je le fais demain, Et c'est puis- c'est assez tôt. Voilà. Et après, le truc aussi, c'est toutes les cultures associées. Ça attire aussi pas mal les pucerons. Hein. Ouais. Donc là, j'ai tournesol, là, il est pris par les pucerons aussi. Est-ce que je l'arrache du coup? Donc, moi, en règle générale, je ne conseille pas d'avoir des plantes qui deviennent plus grandes que les plantes qu'on essaie de cultiver pour obtenir de la nourriture et de les faire pousser à côté. Surtout Ok. qu'ici, le soleil, il fait comme ça. Et quand le tournesol, il fera 2 mètres, Ok. ben, le soleil, quand il y aura du soleil sur les tomates quand il fera 4 heures, quand ce sera 4h, 5h de l'après-midi. Bon, je vais sacrifier mon tournesol alors. Et le savon noir, on doit le mettre sur les feuilles sèches ou genre on peut arroser puis le mettre après? Non, il faut sur des feuilles, sèches. Ouais. Et puis il faut essayer d'éviter au maximum d'arroser les feuilles pour les plantes en règle générale. Ouais, ça je sais, mais d'accord, ok. Parce que ça attire les champignons, ça permet le Ouais, développement ok. des spores en fait. Les spores, ils ont puis- besoin d'eau pour germer. Ça gêne pas parce qu'en fait, finalement, au début, il va prendre, je crois que c'est l'apex, la tête là. Donc, si tu as dit qu'on coupait, c'est pas gênant de couper la tête? De quoi? Oui, parce que là, j'avais l'impression qu'en fait, ici, s'il y a quelque part quelque chose et qu'il y a les pucerons, Non, alors, et l'apex, alors qu'est-ce qu'on fait? On va pas couper il ici. faut jamais couper l'apex d'une plante. On est d'accord. Parce que c'est comme un sapin. Après, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là, il faut traiter. Voilà. Donc Il n'y là, a que faut cette traiter. solution. Après, des fois, si on coupe l'apex, il peut y avoir le développement des méristèmes secondaires, donc des entreneux. Oui. Et là, on voit par exemple les entreneux, ils ont carrément séché parce qu'ils ont pas reçu assez de sève. Ouais. Si on regarde là, les entreneux, ils ont séché. Mhm. Donc, en règle générale, on coupe pas l'apex, hein, à part s'il y a des techniques de taille qui permettent, ouais, si c'est on pas veut notre- développer les axillaires, etc. Mais en règle générale, on coupe pas Ouais. le méristème. Après, le gros risque des plantes de tomates, c'est le mildiou. Donc le mildiou, c'est un champignon qui se développe, qui vient des États-Unis à la base, et qui est arrivé ici en, je crois, 18e, quelque chose comme ça. Donc avant en Europe, il n'y avait pas de mildiou avant ça. Donc les vignerons avant, ils étaient bien contents. Aujourd'hui, ça a un peu changé là-dedans. Ils sont obligés de greffer la vigne sur des porte-greffes américains qui résistent. Enfin bref, voilà. C'est une plante qui vient des Amériques, la tomate. Donc voilà, le mildiou vient des Amériques, la tomate aussi, pomme de terre aussi, etc. Donc elle est sensible au mildiou. Le mildiou, il se développe quand c'est humide et quand il fait chaud. Donc là, il fait chaud, il ne fait pas humide encore. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'arroser les feuilles de vos tomates parce que vous donnez de l'humidité et de la chaleur. On a les deux facteurs, Voilà. disons, Voilà, les deux conjugués facteurs, c'est là. vraiment la chaleur et l'humidité. Donc évitez au maximum, quand vous allez arroser, allez-y pas avec une pomme. Enlevez la pomme, mettez vraiment au pied du plant. Hein. C'est là où c'est important aussi de couper les feuilles du bas. Comme ça, quand vous arrosez au pied du plant, vous ne mettez pas d'eau sur les feuilles du bas. Donc vous évitez ça. Maintenant, s'il va pleuvoir, et vu qu'on fait des tomates en extérieur, ce qui se fait pas de base dans l'agriculture en Suisse. Hein. Il n'y a pratiquement plus aucun hectare qui est fait en tomates de plein champ. C'est tout sous serre justement pour éviter ça. Parce qu'une fois qu'il y a le mildiou qui est là, ça peut se propager très très rapidement. Hein. Et ça peut vraiment tuer les plantes rapidement. Donc, mais bon voilà, on les fait dehors. Donc comment on fait pour lutter contre ça? S'il va pleuvoir, s'ils annoncent de la pluie, venez traiter un jour avant avec une solution à base de bicarbonate de soude et puis de savon noir. Donc 5 g de bicarbonate de soude pour 1 litre d'eau et puis 5% de savon noir.
Et le savon noir, ça va servir d'adjuvant. Ça veut dire que ça va aider le bicarbonate à coller à la feuille. Le bicarbonate, ce qu'il fait, c'est qu'il modifie le pH de la feuille. Les champignons, ils se développent sur pH acide. Donc c'est pour ça qu'ils se développent dans les forêts, parce que le sol des forêts, il est acide, etc. Ça n'aime pas les terrains basiques, les champignons de base, et puis ça n'aime pas les pH basiques. Et le bicarbonate, s'il y a du calcium dedans, ça basifie. Hein. Donc ça modifie le milieu au niveau de la feuille, au niveau du pH, et les spores de champignons vont avoir plus de difficultés à germer, ils ne vont pas forcément démarrer leur germination. Donc c'est du préventif. C'est pour ça qu'on traite toujours avant la pluie. S'il pleut, le spore du champignon va germer, donc le spore c'est comme une graine en gros, ça va germer, il faut de l'eau, ça germe, ça rentre dans la feuille, après vous traitez, c'est déjà trop tard, c'est déjà dans la feuille. C'est minimum 6 heures avant la pluie, donc il ne faut pas traiter 1 heure avant la pluie, ça ne servira à rien, c'est minimum 6 heures avant. Ouais. Et, ou avant les 6 heures, hein, mais au minimum 6 heures avant, évitez quand il fait très chaud, quand il y a du soleil pour traiter tôt le matin ou le soir, il ne faut pas qu'il y ait le soleil direct, sinon vous risquez de brûler les feuilles avec le produit. Donc il y a la prêle aussi, le purin de prêle qui fonctionne aussi, ça contient de la silice c'est une roche, ça va attaquer les spores des champignons et ça va les tuer avant qu'ils puissent germer. Donc l'idée c'est vraiment de tuer en gros la graine, hein, le spore, avant qu'il germe. Si vous voulez tuer du champignon qui est déjà dans la plante ou sur la plante, le seul moyen c'est le soufre ou le cuivre. Voilà. Donc le soufre et le cuivre c'est autorisé par BioSuisse parce que c'est des éléments qu'on retrouve à l'état naturel. Maintenant, il faut comprendre que quand on l'applique, c'est à des concentrations qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on retrouve au niveau du sol, hein, au niveau des concentrations. Donc gardez ça en tête, le cuivre, ça reste quand même, ça fait partie de la famille des métaux lourds. Voilà, le soufre, c'est pas top non plus, hein, c'est agressif. Donc voilà, à vous de voir. En règle générale, on préconise plutôt la prêle hein, et le bicarbonate parce que ça, c'est vraiment inoffensif pour le milieu. Hein. Voilà. Les sols en vigne, c'est les sols les plus dégradés dans l'agriculture parce qu'on utilise massivement du cuivre et du soufre hein, depuis des décennies. Et c'est les sols les plus dégradés en agriculture. C'est des sols qui sont dégradés à un point où si on était en zone constructible, on devrait enlever grosso modo 30 à 40 cm de terre pour construire, hein, tellement c'est toxique. Et comment ça se fait que ce soit admis du coup par BioSuisse? C'est un peu bizarre, non? Bah, parce que c'est pas un traitement de synthèse. C'est pas de la chimie de synthèse, c'est pas une molécule faite par l'homme. Ouais, mais si on sait que ça dégrade le sol. Hein. Parce qu'ils n'ont pas d'alternative en vigne. Okay. Tu peux pas perdre des hectares, tu fais 20 hectares de vigne, tu peux pas t'amuser à perdre ta récolte, tes vendanges que tu fais une fois dans l'année. C'est juste pas possible. Ouais. Donc voilà, c'est... Ok. J'ai une question. Oui. Par rapport au traitement, pour simplifier, puis te dire qu'on n'a qu'un produit contre les pucerons et puis justement contre les maladies fongiques, qu'est-ce qu'on pourrait se dire qu'on met le bicarbonate avec le... Alors, le bicarbonate, ça va rien faire sur les pucerons. Non, ça va rien faire, mais comme il y a le savon noir avec, tu disais qu'il fallait mettre pour que le bicarbonate s'accroche sur les feuilles. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'on utilise ça contre les pucerons vu qu'il y a le savon noir dedans? Tu peux, mais c'est de l'utilisation de ressources un petit peu... Ouais, utiliser du bicarbonate pour rien en fait. Okay, Et quand tu dis bicarbonate et Savon savon noir, on va d'abord asperger avec le bicarbonate en premier. Non, on mélange la solution. On mélange tout. Ouais, pour les champignons. Pour les champignons, Ouais. et en fait, alors on va Parce que asperger les feuilles à ce moment-là. Voilà, exactement. Et en particulier sous les feuilles. Hein. C'est là où les champignons rentrent. C'est sous les feuilles. Ouais. C'est comme les insectes, hein, ils sont sous les feuilles. Le savon noir, il sert au bicarbonate. C'est un adjuvant. Ça permet de coller le produit à la feuille. Ouais. Si on met juste du bicarbonate, ça a tendance à partir avec l'eau. Là, j'ai déjà des taches de mildiou, donc là, le moment est venu pour mélanger les deux déjà. Ouais, mais Faut là, il faut complicer. tailler un peu. Il ne faut pas que ça traîne au sol. Tu peux nous Donc, il montrer faut la taille des concombres d'ailleurs ou bien Oui, pas? je peux, ouais. Parce qu'en fait, c'était prévu, c'est possible Oui. dans l'atelier, taille des Bien sûr. concombres et puis taille des aubergines. et puis Oui. des poivrons. Tu filmes ça ou pas? Oui, juste pour les gens qui ne sont pas là. Alors là, c'est sur ficelle, c'est ce qui se fait aussi hein, en serre. Donc là, l'idée, c'est pareil, hein, c'est d'enrouler la plante hein, simplement autour de la ficelle. De le faire régulièrement, au moins une fois par semaine, parce que sinon, on crée des courbures qu'on ne veut pas trop avoir, comme ici par exemple. Là. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut vraiment être délicat, il faut sentir, hein, pas casser la tige. Là, je ne vais pas plus la forcer que ça, parce que sinon je risque de casser. Là, elle va pousser à la verticale. Les cellules dans les plantes, il y a des poches d'air dans chaque cellule des plantes qui permettent de donner l'information à la cellule où se trouve la gravité. Et dans les cellules des feuilles, etc., des tiges,
la croissance, la division cellulaire, elle va toujours se faire dans le sens contraire de la bulle d'air. Donc la bulle d'air dans la cellule, elle va tomber vers là où la gravité entraîne la bulle d'air, hein, vers le sol. La croissance, elle va se faire dans le sens opposé. Donc là, naturellement, la plante, elle va reprendre la verticale. Là, c'est comme ça parce qu'elle traînait au sol et elle essaie de partir vers le haut. Donc c'est pour ça. Hein. Donc ici, on va continuer aussi. Si j'ai plus de ficelle, ce que... Ouais, merci. Alors là, soit on va l'attacher, soit c'est possible aussi hein, De faire comme pour les haricots, de ouais, les enrouler sur la canne. Alors le truc, c'est que là, la canne, elle est trop large parce que les concombres, c'est des lianes. Ça fait des vrilles comme ça, là. Ça s'appelle une vrille. Et puis ça s'enroule, mais autour d'un fil de fer. Plus large, ça joue pas. Donc là, je vais montrer une autre façon de faire. Ici, ce que je peux faire aussi, si vous voulez pas faire sur ficelle, c'est que je vais juste l'attacher de temps en temps. Donc là, je vais l'attacher juste ici. Je fais aussi un nœud plat, hein, de nouveau, c'est un nœud tout bête, hein, mais qui ne peut pas se défaire. Hop. Voilà. Si on tire dessus. Et puis, comme ça, je l'oriente. Hein, et puis, quand elle va continuer à pousser, je vais continuer à l'attacher ici, Si etc. tu fais partir une ficelle de là, ça va pas. Ça va aussi, oui. Ça va aussi, Ça hein. va aussi, ouais. Ouais, complètement, oui, sans problème. Après, l'idée aussi, c'est de donner... Donc ici, si on regarde, j'ai attaché sous une feuille. Comme ça, si jamais tout d'un coup il y a du poids et qu'elle descend, la feuille bloque la ficelle. Il ne faut pas l'attacher au-dessus, sinon ça risque d'entraîner une courbure trop forte. Hein. Donc toujours sous un nœud, hein, la ficelle. Et puis, l'idée maintenant, c'est tout dépend de la taille qu'on fait, etc. En règle générale, le concombre, on va essayer de le faire grimper le plus vite possible. Donc le bas, en règle générale, on va tailler comme la tomate. Donc les 20 premiers centimètres, on enlève tout. Et puis après, suivant les tailles qu'on fait, on va aussi enlever environ les 6-7 premières fleurs. Comme ça, les premiers concombres se développent environ à cette hauteur-là. Et puis ça force aussi la plante à aller plus vite en haut. Et ça évite que le concombre traîne au sol. Mais une question, Oui. après le poids du concombre Oui. joue un rôle après ou bien? Alors la tige, elle est assez forte Ok. pour supporter le poids tant qu'elle est soutenue. Ouais. Ouais, tant qu'elle est soutenue. Donc à la base, c'est une liane, donc elle va grimper un peu sur tout ce qu'elle trouve. Et puis elle est assez forte pour résister. Après, le risque, c'est si la ficelle casse, là, en tombant, ça peut casser la tige, donc il faut bien attacher, etc. Après, il y a une technique qui s'appelle la taille en parapluie. Donc grosso modo, on va faire une structure comme celle-ci, sauf qu'ici, on va faire une autre barre ici. On va attacher avec la ficelle. Je fais monter le concombre jusqu'ici. J'enlève tous les axillaires. Donc là, si on regarde ici, là, ici, j'ai un axillaire, par exemple. Donc c'est comme la tomate, c'est une tige secondaire ici qui pousse. Ça aurait été loin. Parce que là, j'ai toute cette sève qui est partie là-dedans, qui aurait dû partir là-dedans. Donc si là, ça avait été enlevé tout de suite, ça ne serait pas ici, ce serait peut-être là. Voilà. Et l'idée, c'est de faire monter le plus vite possible à cette hauteur-là. Enfin, dans les serres, c'est là. Et puis l'idée, c'est quand on arrive au palier, ici, donc le concombre, il arrive là. Je le fais partir ici, Pour je descendre. le fais aller là, et après je le refais descendre. Et puis sur le plateau ici, là les axillaires, les tiges secondaires, on les garde, on les laisse descendre, et à 40 cm on les coupe, et Ça fait du fruit. voilà, chaque tige va faire des fruits, et chaque tige va refaire des axes secondaires. Et la récolte se passe ici en fait. Et ça a l'avantage, surtout quand on est dehors, de faire beaucoup de feuilles, et ça protège le concombre, parce que le concombre, c'est contraire de la tomate, ça fait environ ça de racines environ dans le sol, pas plus, et ça a besoin de beaucoup d'eau. Ça vient d'Inde, le concombre, dans des régions où il y a beaucoup d'humidité, et c'est environ 90% d'humidité relative, donc de molécules d'eau dans l'air qu'il faut pour le concombre. Là, on est à 45%. Donc le concombre de base ici, il a un peu de la peine, donc c'est bien d'avoir paillé, ça retient l'eau. Et typiquement au niveau de l'arrosage, concombre, c'est bien de l'arroser en tout cas une fois tous les 2 jours minimum. La tomate, on peut l'arroser une fois tous les 3 jours, une fois tous les 4 jours, quand elle est développée comme ça, parce qu'elle fait des racines, elle peut faire des racines qui font 50-60 cm. Donc ça, c'est la différence. Ouais. Après, pareil, hein, traiter, hein, faites attention aux pucerons. Hein. Et puis quand, Ouais.
Donc la plante, on arrive à la faire redescendre de votre côté. Moi, Ouais, je pensais qu'elle ouais, allait ouais, toujours vers, ouais. vers le haut. en Parce fait. qu'après, avec le poids, si tu veux, le poids des fruits, etc., la tige, elle Ok. va descendre. Bon, il faut une structure Sur- différente, du coup, pardon. une Ouais, structure il faut une rectangulaire. Ouais, c'est ça, Mm. un U en fait, un U comme ça. Ouais. Sur les tomates, tu disais que l'humidité plus la chaleur pouvaient provoquer des maladies. Ouais. Et là, tu parles qu'il faut beaucoup d'humidité. Au niveau du sol, Ouais. mais pas sur les feuilles. Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Moi, je parle d'humidité Ok, relative. ok. Donc, c'est les molécules d'air dans, Ouais, ouais. dans l'air. C'est trop fin, c'est trop petit pour condenser. D'accord. S'il y a de l'eau liquide sur les feuilles, ça c'est le problème. Ouais. Mais s'il y a de l'humidité dans l'air, C'est pas- c'est ça qui est bon pour la plante. Si c'est trop sec dans l'air, il y a le développement des acariens. Vous allez voir beaucoup d'acariens sur les plantes. Donc des thrips, pas mal d'insectes qui se développent quand c'est sec. Hmm. Donc c'est pour ça que d'avoir assez d'eau, au fond, ce qui se passe, c'est que les racines des plantes, quand elles pompent de l'eau, il n'y a pas de frein au niveau du pompage de l'eau. Il n'y a pas une vanne qu'elle ferme quand il y a trop d'eau. Il y a de l'eau, ça pompe. Et ce qui se passe, c'est que l'eau, elle ressort par les feuilles. Et cette eau qui ressort par les feuilles, ça augmente l'humidité relative autour de la plante. S'il y a assez d'eau, la plante, elle peut réguler son humidité autour de la plante. S'il n'y a pas assez d'eau, c'est là où ça commence à poser problème. Un autre problème qu'il y a souvent sur les concombres et sur les courgettes aussi, c'est l'oïdium. Donc l'oïdium, c'est un autre champignon que le mildiou. C'est un champignon qui, lui, n'a pas besoin d'eau pour se développer. C'est un champignon qui peut se développer quand il fait sec. Donc s'il fait assez sec, ça se développe, et surtout s'il fait froid la nuit. S'il y a des grosses différences de température. Par exemple, l'année dernière, au mois de juillet, il y a eu des nuits à 10 degrés, et puis la journée, il faisait 25. Ça, ces gros écarts-là, c'est là où il y a l'oïdium qui se développe, et là, c'est le même traitement, c'est le bicarbonate. Donc, s'il va pleuvoir, ou si vous voyez qu'il va y avoir des grosses différences de température, ça vaut la peine de traiter. Sinon, ça vaut pas la C'est peine. la tache noire dont tu parles? Non, l'oïdium, c'est blanc et poudreux. Ah d'accord. Ouais, Ah oui, exact. c'est blanc et poudreux. Alors là, les courgettes qu'on voit ici, ça, c'est pas de l'oïdium. Non, si on regarde de manière proche, ici, c'est juste des cellules qui ont perdu la chlorophylle. Ah, ok. Vous voyez, là, vous voyez les petites alvéoles là, par rapport à ici, c'est des alvéoles aussi. C'est bien vert, c'est là où il y a de la chlorophylle. Ça, c'est simplement que la chlorophylle, elle s'est dénaturée et elle n'est plus là. Donc cette partie de la feuille, elle fait plus de photosynthèse, mais elle est saine. C'est simplement de la peau morte, si on veut. C'est des coups de soleil en quelque sorte. Voilà, ou c'est ça, quoi? ouais. Ok. Mais ici, tout là, ça fait la photosynthèse. C'est un beau vert foncé, il y a de la chlorophylle, ça travaille. L'oïdium, ça va vraiment prendre toute la feuille. Et puis c'est poudreux. C'est vraiment comme de la poudre blanche un petit peu. Hein. Ouais. Donc ça, c'est pas de l'oïdium, ça c'est normal. Donc faut pas couper les feuilles qui ont ça. Hein. Là, vous allez juste diminuer la production. Hein. Ouais. Une question pour les concombres, quand, Oui. quand tu dis en fait que tu vas avoir en fait un grand feuillage, Ouais. donc ça veut dire que dessous en fait finalement on peut pas cultiver grand chose ou bien Non. quelque chose qui a besoin Non. de beaucoup d'ombre. Ouais, voilà. Mais en règle générale, on évite de trop associer des plantes parce que le problème, c'est toujours plus il y a de plantes autour, moins il y a de soleil pour les plantes en gros. Il y aura toujours une plante qui va dominer l'autre en fait, surtout si elles ont des tailles différentes. Et après, il faut des distances de plantation qui sont respectées parce que chaque plante a des besoins nutritifs, etc., de l'eau, etc. On ne veut pas créer de la compétition pour rien en fait. Oui. Il y a un dicton, on dit qui sème dru récolte menu. Si tu serres trop les plantes, tu récoltes peu. Il faut leur donner l'espace pour qu'elles puissent grandir. Comme n'importe quel être vivant au final. En bordure, par exemple, j'ai mis des haricots nains. Ouais. C'est- Tant que ça. Ça prend pas tant sur que la c'est- surface, voilà, sur mon tant- diamètre de Tant qu'il n'y a pas de courge. compétition avec les courgette. autres plantes, les haricots nains, ça va faire cette Ouais, ça fait taille. ça. C'est pas très compétitif par Non. rapport aux autres plantes. C'est pas un problème. Mais il faut qu'il y ait des distances. Par exemple, un haricot nain, il faut qu'il ait environ 10 cm de chaque côté où il n'y a rien Ouais. pour qu'il puisse se développer. Ouais. Les courgettes, il leur faut 80 cm entre chaque plant. Donc c'est les dimensions qu'on donne sur les plantes culture. C'est ça, On suit les exactement. plantes culture. Exactement, sur le plan de culture, ouais, c'est les dimensions qui sont données pour la plantation. Si ça, c'est respecté, elles auront assez de lumière, etc. Il n'y aura pas de souci. Si on regarde ici avec celle-là, par exemple, là, les 80 cm, ils ont été respectés entre la physalis et puis la courgette, elles ne se gênent pas. Si ça avait été planté là, ben, la courgette, elle l'aurait dominé et elle se développerait moins parce qu'elle n'aurait pas de soleil. C'est pareil avec les salades ici. Là, ça fait de l'ombre, etc. La salade, elle va pousser moins vite, etc. Par exemple, dans l'association avec les tomates, j'ai mis au sol un plant de patates douces qui est rampant. Est-ce que c'est gênant?
Ben, il y a toujours une plante qui va gagner. Ouais. Là, c'est la tomate. C'est Ouais. elle qui va prendre la lumière à la patate douce. Ouais. Donc la patate douce, elle va pas, Pas donner au max de ce qu'elle pourrait. elle va pas donner l'optimum de ce Ouais. qu'elle aurait pu donner. Ouais. Pierre, est-ce qu'après tu peux encore nous montrer, je suis désolée, hein, mais au niveau du temps, pour qu'on puisse Ouais. voir tous les... Il faut Oui. encore nous montrer donc la taille des aubergines, Oui, oui, oui. assez spécifique, et puis celle des poivrons. Alors, ce sera pas chez moi parce que. Une question sur les tomates. Oui. Parce que Pas de- Beaucoup pas de gens prendre, disent bien. qu'il Non, faut elle mettre pousse pas. du basilic elle pousse pas, à non. proximité des tomates. C'est des bêtises ou c'est bien? Alors, c'est censé enlever un petit peu les pucerons, etc. Ok. Après, l'autre problème, c'est que le basilic, il est très sensible au mildiou. Ah. Et ça peut devenir un vecteur de mildiou pour la tomate. D'accord. Donc, il y a les deux Ouais. côtés. Il y a le côté que l'odeur, c'est censé... Parce que la plupart des insectes, ils repèrent les plantes à l'odeur. Mhm. Et l'idée du basilic à côté des tomates, c'est de créer une confusion chimique, en fait. Mais s'il pleut pas mal ou quand on arrose les tomates au pied, il y a le basilic qui se prend l'eau sur les feuilles, Ouais. bah là on augmente le potentiel de mildiou en fait. Et alors Alors, la théorie de mettre chaque plante bien distincte, c'est encore mieux. c'est ce qui se fait dans les fermes, dans Ouais, ouais. l'exploitation.